Les élections présidentielles américaines de ce soir mettent en lumière plusieurs enjeux cruciaux qui pourraient redéfinir le paysage politique des États-Unis. Mais elles ne sont pas seulement un événement national pour les USA, elles ont avant tout des répercussions globales, y compris de manière significative pour la France et l'Europe. Comment une victoire de Kamala Harris ou de Donald Trump pourrait-elle influencer la politique étrangère américaine, notamment en ce qui concerne les relations avec la France, l'Europe et l'OTAN ? Vivons-nous un clivage peuple contre élite comparable à ce qui se fait en France ? Quelles seraient les conséquences pour la France d'une victoire de Kamala Harris ou de Donald Trump ? À ces questions répondront Gérald Olivier, journaliste franco-américain, Éric Morillo, journaliste français, Georges Clément, président du comité Trump France, et Yanis Dalouche, militant politique. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Ce soir, c'est soirée États-Unis, élections américaines. Et on a fait venir, bien entendu, sur le plateau, le gratin, comme toujours. N'oubliez pas de rejoindre le club Géopolitique Profonde, voilà, le 17e numéro de notre magazine. Tous vos auteurs, ils sont présents, rejoignez-les. Venez, vous cliquez sur le lien ci-dessous, en bas, et vous aurez l'industrie minière en cadeau. N'oubliez pas que vous aurez aussi 7 jours d'essai gratuits. Il ne faut pas avoir peur, vous nous l'avez réclamé, on l'a fait. La boutique est là, elle est ouverte. Il ne faut pas avoir peur. Géopolitiqueprofonde.com, vous cliquez dessus et vous aurez, bien entendu, tous les produits que nous vous proposons. Alors, je suis très content, j'ai un très beau plateau. Alors, d'autres personnes arriveront. Enfin, une personne arrivera, très spécialement de France Info, je crois. Mais avant ça, je reçois Georges Clément, président du comité Trump France. Bonjour cher Georges, comment allez-vous ? Ça va. Vous êtes prêts ce soir ? Vous pensez que victoire il y aura dans votre poulain ? On parlera de ça plus tard. Plus profondément. Yanis Dalouche, militant politique. Toi, t'es pas trop Trump. Mais ça sent un peu le défaitisme. Là. Ah. Il y a des brins. Non. Suspicion de défaitisme. Attendez. Mais c'est très trumpien d'ailleurs. Si je peux me permettre, le mot défaitisme ne joue pas. Nous sommes tous, et les États-Unis avec, dans une situation de fracture irréductible. Et donc, compte tenu de beaucoup d'éléments, dont les fraudes en cours, je rappelle qu'il y a quand même déjà 200 recours. Avant, c'était pas arrivé en 2020. Donc, la situation de savoir qui gagne ou qui perd, comme un match de foot, n'a aucun intérêt. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de défaitisme, il s'agit de pessimisme. Car s'ils gagnent, tous de l'autre côté, on dit, et Biden il y a à peine une semaine, etc., qu'il n'y aura pas de transition pacifique. Et que l'on ne reconnaîtra pas les élections avant pas mal de jours. Kamala Harris a parlé de plusieurs jours, on va dire une semaine. Donc, c'est une situation qui fait que être optimiste ou pessimiste, d'ailleurs, ça n'a pas de sens. Il y a les réalités annoncées. Je rappelle qu'il y a eu des exercices d'alerte et d'urgence organisés à Washington dans le Capitole il y a à peine 4 jours.
Oui, bah oui. En raison de... En raison de, on ne sait pas, n'est-ce pas? Bon, de voilà. factieux, bon. Oui, Plutôt d'un côté... bon, arrêtez. de l'autre. Vous savez, on est là-bas comme ici. C'est celui qui dit qui est. Vous taxez celui que vous combattez, à tort ou à raison, mais ça c'est une autre paire de manches, on a le droit de combattre quelqu'un, vous le taxez de ce que vous avez décidé de faire en cas de problème. Moi non. Et donc, non, pas vous, je ne parle pas de vous, je parle vous au sens générique. je vais vous laisser. Hein. Voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien, là, c'est J'arrête sur le défaitisme, parce qu'on reviendra dessus, mais il ne s'agit pas de défaitisme. Nous vivons des heures au niveau mondial d'une gravité terrifiante. Et tout le reste, le jeu des élections, parce que c'est un jeu pour certains qui va gagner, il y en a même qui parient, ces abrutis. Ben oui, parce que quand même, c'est pas un jeu. Et ce soir, et en particulier ce soir, et compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, mais pas seulement, car il y a aussi l'économie, est ridicule. Et je sais que si Trump gagnait, ce qui était prévu par beaucoup, mais on verra, il aura la tâche terrible de savoir s'il gère l'existant et donc ne change rien, ou s'il applique un programme et pour cela, il casse la baraque. Merci beaucoup, cher Voilà. Georges Clément. J'aime beaucoup Georges Clément, là, il est bien, il est rentré tout de suite là dans l'affaire. Très bien, voilà, merci à vous. J'aime beaucoup ça. Hein. Et enfin, Éric Morillo, lui, journaliste neutre. Voilà, journaliste neutre. Comment tu vas, cher Éric? Paraît que je le suis de moins en moins. Ça doit être l'effet Internet, ça. Mais non, pas neutre. Sur ces élections, j'ai évidemment un parti pris et je suis à fond derrière Trump. Ah, Bah oui, d'accord. non, mais, c'est un secret de polichinelle, tu vois mes tweets. Bien sûr, après, dans l'exercice que j'ai de journalisme, j'essaie un tant soit peu de mettre mes D'être neutre. opinions derrière moi. Quoi. Et je salue notre ami Alexis Tarat, qui est notre correspondant en Floride. Où est-il? Salut, cher Alexis. Alors, je vais commencer, chers amis, avec Alexis. T'es en Floride, tiens, qu'est-ce que t'as fait là aujourd'hui? Est-ce que t'es passé voir des bureaux de vote un peu? Comment ça se passe? C'est bien la promo, là. Ah oui, oui. Ah ouais, je fais bien promo et il n'est pas dans la boutique, ce t-shirt collector GPTV. Ce que je voulais dire avant tout, ce qui est très intéressant qui a été dit avant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une notion de défaitisme. Moi, je parle avec beaucoup de supporters de Trump depuis plusieurs jours ici. Il n'y a pas de notion de défaitisme, mais il y a véritablement une appréhension, une crainte de se faire, les propos qui me sont remontés, de se faire voler le résultat comme lors de la précédente élection. Donc ça, c'est véritablement un sentiment qui monte et on sent, moi je le sens ici en Floride depuis 48 heures, depuis 72 heures, j'étais à Tampa, avant je suis nouveau dans le sud de la Floride, on sent qu'il y a beaucoup de stress et de pression chez les supporters de Trump. Que chez les supporters de Trump ou un peu chez Kamala Harris aussi? Bon, je suis au Trumpistan ici, donc forcément Ah oui, il y a une population américaine qui est beaucoup plus proche des idées et des convictions du candidat des Républicains. Soyons honnêtes. Bon, mais malgré tout, j'imagine que l'optimisme est fort chez vous. Il y a plus une appréhension qu'un optimisme. Ce qui est certain, c'est que tout ce qui a été dit par votre invité avant est tout à fait juste. C'est un vote extrêmement important qui s'opère aujourd'hui, qui va s'opérer dans les jours à venir, parce qu'effectivement, on le voit dans tous les sondages, il y a vraiment une proximité dans les intentions de vote entre les deux candidats. Donc c'est un processus de dépouillement qui va probablement prendre plusieurs jours. Mais on est dans un moment charnière de la politique nationale américaine et bien plus encore de la politique mondiale et donc par rebond également pour nous en tant que Français. Mais pourquoi justement, tiens? Qu'est-ce que ça changerait à nous, les Français, si l'un ou l'autre gagnait ces élections présidentielles? Je vais reprendre encore une fois les mots qui ont été dits parce qu'ils sont pleins de justesse. C'est soit on renverse la table et on essaye de réopérer au niveau international je dirais, ce que aujourd'hui les BRICS sont en train de faire en essayant de remettre un ordre plus juste, en tout cas plus partial, dans les relations internationales, soit on maintient une ligne qui est celle que l'on connaît depuis maintenant 5 ans, 6 ans, et qui ne sert à rien puisque elle n'est vouée qu'à créer du conflit et des tensions entre les pays. Et je pense qu'on en est à son paroxysme et probablement à un point
ou eh bien derrière, qu'est-ce que nous aurons d'autre comme solution que d'augmenter les conflits et les guerres? Donc il n'y en a pas. Donc c'est là que Trump, peut-être, s'il est élu, va pouvoir avoir justement l'opportunité. Alors après, est-ce qu'il le fera ou pas? Parce que il faut jamais négliger la question du deep state aux États-Unis. Mais s'il le fait, en tout cas, il y aura la possibilité, s'il était élu, de complètement renverser la table, pour reprendre les mots qui ont été dits, et d'essayer de réinstaurer un ordre où l'Amérique serait toujours cette puissance majeure, mais en tout cas où peut-être elle serait beaucoup moins écrasante et beaucoup plus peut-être recentrée sur elle-même aussi. Alors Alexis, tu restes avec nous. Qu'est-ce que tu en Bien penses, sûr. cher Yanis, là, tu as entendu ce qui s'est dit autour du plateau. J'imagine que tu n'es pas trop d'accord. Qu'est-ce que tu en penses exactement? Est-ce qu'en effet... Déjà, il faudrait faire, je pense, un petit récapitulatif Vas-y. sur les suspicions de fraude qui n'ont absolument aucun fondement. Près d'une... c'est Non. factuel et il suffit de vérifier. Je vais vérifier. Près d'une soixantaine de plaintes ont été déposées par Trump lorsqu'il a perdu l'élection en 2020. Elles ont été massivement étudiées, y compris par des Non. juges. Non. Alors, attends, Non. on se Ah non. attends, on se laisse parler. Elles ont été étudiées Vous par pourrez des lui répondre, juges, vous pourrez lui répondre. par des juges très nombreux, juges et procureurs qui ont été d'ailleurs nommés pour certains et sont nombreux par Trump, qui unanimement ont Procureur constaté, par Trump, non. bah si, Ils sont élus, les juges. procureurs. Non, ont constaté l'absence Les juges, l'absence tangible de preuves et de fondements juridiques. Quand Trump a été élu en 2016, en 2017, il a lancé une commission d'enquête avec un intitulé évocateur d'intégrité électorale. Il avait nommé comme président Mike Pence, qui était son vice-président. Mhm. Elle a lamentablement échoué, elle a été dissoute au bout d'un an. Les membres qui siégeaient au sein de cette commission, qui étaient des proches de Trump et qui étaient présidés par Mike Pence, ont tous dit unanimement qu'il n'y avait absolument aucune preuve tangible de fraude massive généralisée. Donc ça ne tient pas, ça n'a absolument aucun fondement. Il y a Non, mais de Yannick, très, très franchement, nombreux mais attendez, audits. non, mais là, Attendez, tu on crois peut pas- pas dire tu ça. crois pas à ce que tu dis. quand Parlez même. pas en même temps. Mais c'est pas possible, c'est pas sérieux. là. Parlez pas en même temps, parlez pas en même temps. Parlez pas, vous avez des juges qui on ont parle rendu pas en des même décisions. temps, mais il y a Non, mais là, quand même- non, mais c'est drôle. Moi, je le laisse défiler parce que. Parce que oui. Vous avez des juges qui ont rendu des décisions. Mais non, Attendez, mais vous êtes deux contre un, vous êtes deux contre un. Vous avez une Ah oui, commission mais non, d'enquête qui a été... non, Je vous donnerai, non, mais je vous donne la parole. Je vous donne la parole Vous avez à tous une les deux, ne vous commission inquiétez pas. d'enquête- Vous avez une Allez, commission non, mais d'enquête il est qui a drôle, été il est mise, fini. qui a été intronisée, qui a été instaurée par Trump lui-même. Mais il n'y a pas eu Lui-même, en 2007. présidée par Mike Pence et qui a Attendez, été non. dissoute au bout d'un an, faute d'éléments mais- probants. Vous avez des audits Ouais, 20 indépendants. secondes et après, Voilà, après vous monsieur. avez des audits indépendants qui avaient été financés par des proches de Trump, notamment dans l'Arizona. Et Oh là là, ces parlons-en. audits ont abouti à rien. Je veux dire, à un moment, il faut Non, arrêter non, de dire non, n'importe non. quoi. Alors, réponse grotesque. de Non, notre ami c'est Georges. grotesque, ça n'a Alors, aucun fondement. d'abord, Donc il n'y a pas de fraude aux États-Unis. non, il n'y en a pas. tout La va fraude, bien. elle est infinitésimale. Oui, hein, d'ailleurs, si elle est Infinitésimale. infinitésimale, il faut pouvoir la mesurer. Bon, mais c'est pas ça. Vous parlez d'une commission que Trump aurait nommée et dont Mike Pence aurait été le responsable. Ce qui est vrai. Attendez. C'est en 2016, ça. Absolument. C'est pas en 2020, Oui. parce qu'il n'a pas été élu. Il était président à ce moment-là. Or, en 2016, il n'y a pas eu de contestation d'élection. Si, de sa part. Non, en Renseignez-vous. 2016, non, il a Renseignez-vous, mais enfin, si. vous rigolez. Il y avait déjà a une gagné, rhétorique. il a Si, jamais. renseignez-vous. Non, mais moi, Renseignez-vous. si je suis renseigné, je le sais. D'où Il l'intronisation n'y de a cette commission. pas eu en 2016 de contestation ni par Hillary Clinton qu'il a perdu, ni par lui, a Si, vous fortiori, aviez déjà qu'il des a gagné. discours. Mais ce n'est pas vrai. Mais si, vous aviez des discours dans ces meetings où déjà... il y Attendez, avait des laissez-vous discussions qui parler, étaient laissez-vous parler. sur- Laissez finir Georges Clément. Non, mais Allez-y. si Finissez. il dit qu'en 2016, Vérifiez, vous verrez. mais j'ai vérifié, je passe 2 heures ou 3 heures par jour sur les médias américains depuis 10 ans. Ah, revoyez ces discours Alors, de campagne de écoutez, je suis 2016, désolé, non. En 2016, il a gagné l'élection, il n'a jamais fait de contestation, il n'avait aucune raison de nommer une commission d'enquête dirigée par Mike Pence. Point. Elle n'existe Et donc, c'est faux. Ce que vous dites est faux. Ah si, c'est vérifiable. En date, c'est faux. Voilà. Alors, par contre, vous dites qu'en ce moment, alors qu'il n'y a pas eu de jugement, enfin, que les vraies contestations, celles de 2020, n'ont pas été portées devant les tribunaux et n'ont pas été pris au sérieux. Ah oui, mais c'est tout le problème de la guerre, je pèse mes mots, qui a lieu, c'est que malgré des milliers d'affidavits, un affidavit, c'est un témoignage sous serment qui peut être suivi de sanctions pénales si le témoignage est faux. Passons.
en Pennsylvanie par exemple, en Géorgie, dans des tas de ce qu'on appelle les swing states, conduits par Rudy Giuliani, maire de New York, vainqueur de la mafia en 78, quand même, par des tas d'autres avocats. Que s'est-il passé? Les juges ont refusé de regarder les affidavits et de les prendre en charge, alors que c'est la règle juridique aux États-Unis. Mais malgré ça, on a su à un moment donné que les recours de Trump ont été accueillis favorablement par des juges à niveau de 60%. Ce qui aurait dû se passer, c'est que la Cour suprême refasse les élections. Ce que le Texas, et avec 17 autres États, a posé comme recours devant la Cour suprême en 2021, et la Cour suprême a refusé de regarder le projet. Qui a en grande partie été Non, le Texas avait un argument tout à fait juste, et c'est pour ça qu'on est devant une fin... Concluez, parce que je voudrais que notre ami Éric parle. Attendez, je termine. Le Texas a posé la question suivante. Nous n'avons pas à accepter un président élu par des fraudes dans d'autres États. Qu'est-ce que tu en penses, Éric? Déjà 3500 personnes qui nous regardent en même temps. Merci. Votre confiance. Pratiquement, la Cour suprême des États-Unis s'est déshonorée à ce moment-là, non pas en jugeant d'une façon ou d'une autre, mais en ne jugeant pas. Merci à vous. Cher Éric, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Non, mais moi, je vois monsieur, et c'est tout à son honneur, s'énerver. Monsieur, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas s'énerver, on est entre amis. Je vais vous dire, je suis né au bord de la Méditerranée, et c'est comme ça. Non, mais je disais, faut pas s'énerver parce que je connais Yanis Dalouche. Il nous fait un petit numéro d'humour. C'est le débat. Non, mais c'est de l'humour, je le connais. Il croit pas une seconde ce qu'il dit. C'était parce qu'il voulait faire un petit coup de buzz. Donc Yanis, je trouve qu'il est très drôle. Mais voilà, c'est amusant comme tout, mais tu crois pas une seule seconde ce que tu dis. Donc on n'a même pas besoin de relever. Non, mais là, c'est pour la sémantique et pour l'ajout du débat que tu adoptes cette posture. Mais c'est une posture ce que tu adoptes parce que tu crois pas une seconde ce que tu dis et tu le crois tellement pas que tu en arrives à soutenir Kamala Harris qui par rapport à Kamala Harris. Ah, tu soutiens pas Kamala Harris? Non, je soutiens pas. Non, il ne soutient pas Trump, il est neutre. Ah d'accord. Tu suis plutôt Stein. Pour Donald. Il est plutôt Stein. Donald. Non, écolo. Oui, Stein. Oui. Ah d'accord. Non mais voilà, bon, je veux dire, la fraude, c'est la grosse ficelle pour essayer de, on va dire, c'est l'argument pseudo d'autorité pour essayer de disqualifier. C'est surtout le mantra des populistes. Oui, bon, tu vas nous faire l'extrême droite dans 2 secondes, tu vas nous faire le fascisme, tu vas nous faire les procès de Donald Trump, tu vas nous faire la totale. Bon, voilà, allez. C'est vrai. Mais je veux dire, c'est tellement éculé, ça n'a plus aucune portée ce que tu dis. Donc, essaye d'innover juste dans l'argumentation. C'est ce que je te recommande. Voilà, parce que le coup de la fraude, c'est éculé et à chaque fois que tu parles, c'est l'argument qui est l'argument de la fraude, oui, par les partisans les plus véhéments de Trump. Donc j'espère, la sincérité du processus électoral. La question la plus importante, je pense que tu es un démocrate et je pense que tu seras reconnaissant et tu reconnaîtras le résultat de Donald Trump s'il est élu, rassure-moi. Bon, on va pas parler 2 heures sur les riches. C'est ça la question. Non mais c'est la question si Donald Trump est déclaré vainqueur. Non mais c'est ça la question, là tu parles du passé. Là si on parle de l'avenir, donc demain dans quelques heures, si Donald Trump est élu, tu reconnaîtras sa victoire. Mais bien sûr, comme il a été élu précédemment. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut attendre, chers amis qui êtes autour de la table, qu'est-ce qu'il faut attendre, cher Éric, de ces élections présidentielles? Voilà. Pourquoi elles sont si importantes? Parce qu'on nous dit oui, c'est les élections les plus importantes de l'histoire des élections. Pourquoi? Tu connais ma ligne libertarienne par rapport à... Voilà, moi je suis tout à fait dans la ligne d'Elon Musk et de Tucker Carlson. Je pense en effet que ce sont les élections... Enfin, après, nous, on est français, donc j'ai envie de dire c'est d'abord les élections des États-Unis. Mais enfin, bon, on sait bien que c'est l'élection peut-être la plus importante de l'histoire de la politique américaine et peut-être même, moi j'ose le dire, peut-être du monde. Parce que honnêtement, on est dans un point de bascule qui est phénoménal. Il y a une fracture qui est colossale, en effet, et c'est ça qui est le plus grave. Parce que de toute façon, il y a un point sur lequel je pense qu'on sera ici tous d'accord, je pense Yanis, c'est que le pays, enfin les États-Unis n'ont jamais été aussi fracturés qu'aujourd'hui. Donc absolument. La question c'est de savoir comment on essaie de réconcilier, enfin comment le ou la nouvelle présidente, puisque je n'ai pas de boule de cristal,
pourra réconcilier ce pays qui est totalement fracturé entre, d'un côté, une vision totalement wokiste, attentiste, complètement opposée à celle de Donald Trump, qui est une vision plutôt, en effet, nationaliste, patriote, conservatrice, mais qui, à mes yeux, je pense, est majoritaire aujourd'hui aux États-Unis. J'ai l'impression, enfin peut-être que je me trompe, mais c'est le ressenti que j'ai, et peut-être que les résultats vont me donner tort. Hein. Mais je pense en effet que pourquoi elle est aussi importante cette élection, et c'est là où je voulais terminer et répondre à ta question, c'est que je pense que si Donald Trump est élu, ça va insuffler un espoir colossal pour plein d'autres pays dans le monde, à commencer par le nôtre, la France, et que je pense que politiquement en tout cas, si Donald Trump est élu, eh ben, je pense que pour des partis, on va dire, plus patriotes comme le Rassemblement national ou potentiellement une élection qui arrivera en 2027 où, a priori, on devrait de nouveau avoir, je pense, Marine Le Pen au second tour, je pense que c'est très important voilà, pour le camp national. Merci à toi, cher Eric. Dernière question, Alexis. Justement, je voulais que tu rebondisses sur ce qu'a dit Éric Morillo. Est-ce qu'en effet, comment on voit cette fracture là? J'imagine qu'en Floride, peut-être un peu moins, mais est-ce que cette fracture, elle est vraiment très visible? Alors, je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Morillo. Déjà, effectivement, c'est le titre ce matin du Wall Street Journal. Il dit que finalement, la situation aujourd'hui, c'est la plus grosse fracture que les États-Unis aient jamais connue. Au sein de leur population, on est vraiment sur deux Amériques divisées, et je dirais même deux Amériques que tout oppose. Et effectivement, on parlait tout à l'heure du fait qu'elles soient réconciliables ou pas. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elles ne sont plus réconciliables parce qu'elles n'arrivent plus à s'écouter, elles n'arrivent plus à s'entendre, elles n'arrivent plus à partager des avis ou en tout cas des débats. Mais c'est quoi ces deux Amériques? C'est idéologique, c'est ethnique, c'est quoi? Oui, c'est tout, c'est idéologique. Alors là, pour le coup, je suis moins d'accord. La question du wokisme n'a pas été un point majeur de cette campagne électorale. Les deux axes centraux de cette campagne électorale américaine ont été simplement la question économique. Ont été la question économique. Tous les Américains ont parlé de leurs problématiques d'argent, de leurs difficultés à boucler les fins de mois, de cette inflation d'une manière générale. Et deuxièmement, le deuxième point qui a été au cœur, effectivement, de cette campagne électorale, c'est la question des migrants. Le wokisme, et d'ailleurs, il y a un article très intéressant, encore une fois, toujours par le Wall Street Journal aujourd'hui, ce matin, qui disait que finalement, ça n'a pas été un des thèmes majeurs de cette élection, ici, au national. Éric, t'es pas d'accord? Oui, non, je suis d'accord avec ce que dit Alexis, tout à fait. C'est que, en effet, la perception que j'en ai, et de toute façon, voilà, c'est pas parce que ça n'a pas été ouvertement présenté comme un thème majeur par Kamala Harris, de facto, Kamala Harris est la candidate du wokisme et de tout ce mouvement qui est en train de déferler d'abord aux États-Unis et déferler dans le monde entier, voilà. Et dont pas mal de gens n'ont pas compris, dont les 3/4 du monde ne veulent pas, voilà. À commencer par les BRICS, à commencer par voilà. Donc je pense que même si, en effet, elle n'a pas parlé en tant que telle du wokisme, j'ai entendu hier encore Michelle Obama qui était dans un meeting où elle parlait, elle essayait de critiquer Donald Trump justement sur sa politique en faveur, enfin plutôt à l'égard des femmes et de l'avortement. Voilà, donc évidemment que de facto, c'est le candidat, enfin la candidate démocrate qui est la représentante de... Et tous les comédiens, pardon, j'en passe, pardon, c'est ça que j'allais dire. J'oubliais Harrison Ford, j'oubliais De Niro, j'oubliais tous ces guignols, mais on peut vraiment... Enfin d'ailleurs, ils sont des guignols puisqu'ils sont des comédiens. Et ils sont comme nous avant une présidentielle où tu as ce fameux front républicain à 2 balles, où tu as tous les comédiens qui viennent dire « Ouais, si Marine Le Pen passe, je pars aux États-Unis ». Donc la question, j'ai envie de demander, c'est tous ceux qu'on dit qui partaient, si jamais voilà, l'extrême droite arrive au pouvoir en France, qui sont allés, pour certains sans attendre d'ailleurs que la dite extrême droite qualifiée comme telle soit arrivée au pouvoir. Donc je sais pas, est-ce qu'Omar Sy demain, si Donald Trump est élu, est-ce qu'il revient en France? Je sais pas, voilà, faudra peut-être nous dire. Merci à toi, cher Alexis. Je vais te laisser travailler et puis on va te redonner rendez-vous jeudi. Tiens, jeudi soir, je refais une émission avec toi. Mais je crois même qu'Alexis est dans notre spécial ce soir. T'es avec eux? T'es avec nous ce soir? Oui, je crois que... Mais on en effectivement, parle je crois qu'on va se revoir. Voilà, merci de... voilà. T'as le micro, les incorruptibles alors. Et voilà, oui, j'espère, voilà. Non, mais Alexis, voilà, sera un des Salut Alexis. Merci Alexis. Bonne journée à vous, merci. Dis-moi, cher Yannis, t'es d'accord? Est-ce que c'est vraiment une des élections les plus importantes qu'il puisse avoir?
Je pense pas. Je pense que ce bipartisme éculé n'est qu'à l'heure. Ce qui a été dit précédemment sur Kamala Harris, qui serait la grande représentante du wokisme, c'est franchement n'importe quoi. Je suis désolé. T'as vu que même ta copine Greta Thunberg, parce que t'es écolo, elle a dit que c'était une mauvaise candidate par rapport à la Palestine. Absolument, et elle a parfaitement raison. Attends, il est tout seul contre vous. Laissons parler. Elle a parfaitement raison. Le Parti démocrate aux États-Unis, je vais faire une petite analogie, c'est un peu comme le Parti socialiste de François Hollande. C'est-à-dire que on joue sur des faux clivages, typiquement le mariage pour tous, l'avortement, etc. Mais au final, on mène exactement la même politique en matière économique, on mène la même politique de prédation au niveau de la géopolitique internationale. Kamala Harris, la mandature Biden, c'est celle qui a distribué le plus d'argent à l'Ukraine, à l'État d'Israël qui commet aujourd'hui un génocide à Gaza. Donc, il n'y a pas de discontinuité par rapport à ce qui a été légué par leurs prédécesseurs républicains ou démocrates. Si Trump est élu, les gens qui pensent que moi, ce qui me sidère, c'est cette forme d'américanophilie en fait complètement débridée qu'il y a au sein d'une partie de ces gens qui se prétendent patriotes en France. Les intérêts américains ne sont pas les autres. Je suis d'accord. Alors là-dessus, c'est bien le seul point où je vais être d'accord avec Yanis. Je ne sais pas si pour nous, l'élection de Trump sera si formidable, parce qu'il sera très protectionniste. Attends, on laisse finir Yanis, et après, Georges prend la parole. Comme ce que dit Morillo par anticipation. Je suis devenu Morillo, là. Alors là, oui. Alors, ce que dit Eric, camarade Eric, par anticipation. Il faut bien voir. Et il tape aujourd'hui, là, Eric. Là, je sais pas ce qu'il arrive. Le début. Vas-y. Ce qui a été mené par Trump, en matière de politique économique, c'est une forme d'isolationnisme un peu, on va dire, un peu poussif, mais qui se traduit de manière concrète et de façon préjudiciable pour les intérêts français et puis les intérêts européens. C'est quelqu'un qui, dans sa politique de relocalisation industrielle, a imposé des taxes et des mesures extrêmement coercitives vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire qu'il part d'ailleurs dans une confrontation très dangereuse. Et ça, il faudrait que certains géopolitologues s'y intéressent, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que la prochaine guerre mondiale, ce sera une confrontation militaire entre les États-Unis et la Chine pour l'hégémonie sur le commerce mondial. Donc les paroles de Trump... Il a relevé qu'il n'y a pas eu un seul conflit mondial pendant sa dernière... Bien sûr, mais... Ça, c'est des mots. Bien sûr, mais les déclarations agressives d'hostilité vis-à-vis de la Chine, d'hostilité aussi vis-à-vis des intérêts français et des intérêts européens par l'imposition de taxes douanières à gogo sur les importations qui proviendraient de l'Europe, nuisent gravement aux intérêts européens stratégiques. Qu'est-ce que vous pensez ? Là, vous frétillez. Oui, je pétille. Qu'est-ce que vous voulez entendre parler de la politique économique de Trump dans ces termes ? D'abord, je vous signale que Trump était le président des États-Unis, et c'est à ça qu'il aspire en ce moment. Et normalement, il doit protéger le marché américain. Ou alors, on ne comprend plus rien à ce qu'est le rôle d'un chef de gouvernement et d'État. Donc, il est normal qu'en effet, après les délocalisations d'entreprises américaines en Chine et ailleurs, qui ont été le fait de tous ces démagogues qui, depuis Clinton et même avant lui Carter, mais enfin Clinton surtout et les autres, ont désindustrialisé les États-Unis, comme nous sommes désindustrialisés en France. Lui, il a essayé de sauver ce qui restait d'industrie et d'empêcher donc l'importation. Est-ce qu'on se rend compte que 85% des médicaments consommés aux États-Unis, et en France d'ailleurs, je vous le signale, viennent de Chine ? Est-ce qu'on se rend compte de ces choses-là ? Mais on est dans une situation de monopole de fabrication qui leur permet de se couper le robinet et de nous mettre dans des situations intenables. Donc, cette situation, Trump l'a vue, et il est évident que pour protéger ses fermiers, pour protéger ces industries restantes et en faire revenir d'autres, le cas échéant, ce qui a marché d'ailleurs, un certain nombre en sont revenus, il a fait ce qu'on peut faire, c'est-à-dire les protéger. Et on ne protège en économie quand même qu'en mettant un moyen de bloquer le prix de l'adversaire et de l'ennemi à la frontière, puisqu'il y a encore des frontières avec des personnes comme Trump. Parce que, je suis désolé, mais si nous le soutenons, moi personnellement, et tous ceux que je connais, moi c'est parce qu'il est souverainiste, ce qui me paraît... Il ne l'est pas vraiment, mais... écoutez, alors vous n'allez pas me couper. Là, son discours... Non, mais c'est vrai, ça commence à bien faire. Allez. Son discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies, en 2019 ou 2018, est une merveille
de charte souverainiste pour le monde. Bon, et ça, c'est un discours que nous avons passé d'ailleurs sur le fil Twitter du comité Trump il y a longtemps. Et donc, pour moi, c'est un vrai souverainiste. Donc, c'est un souverainiste. Il se rend compte qu'on ne peut pas casser l'anthropologie humaine comme le casse et la caste l'ensemble des élites qui sont au pouvoir en Europe et aux États-Unis depuis des années. Un homme est un homme, une femme est une femme, on se marie entre eux pour faire des enfants, des choses simples comme ça. Vous savez, vous en venez d'ailleurs. Si vous existez, c'est grâce à ça. Donc, on cassait cela, permettre que... vous savez, il y avait une notion que les Romains adoraient, c'était la notion de pudicité patricienne, c'est-à-dire le fait que la pudeur est un élément essentiel de la vie collective. Et en ce moment, par toutes ces outrances de par le monde, mais aux États-Unis aussi, on met en péril l'anthropologie humaine la plus simple. Et d'ailleurs, vous parliez des BRICS, ce qui les rassemble, parce qu'ils sont c'est comme le disait, comment il s'appelait, notre ami Mirabeau, en parlant de la France, ce conglomérat de mal assortis, etc., en parlant des Français. Ce qui les rassemble, c'est l'anthropologie. C'est l'insupportable spectacle des rues d'Occident. Écoutez. Merci. Merci, chers amis. Termine. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.